Je range mon bureau numéro 105. On est le 28 novembre 2023. Aujourd'hui, j'ai décidé, ça fait plusieurs mois que je repoussais cette échéance et que du coup, un certain nombre de livres se sont accumulés spécifiquement par rapport à ce projet-là. Ça fait donc quelques temps déjà, j'y arrive, que je retardais le numéro que l'on va ouvrir aujourd'hui, un numéro spécial poésie. Donc je vais ranger après dans mon bureau, où je ne suis pas, je suis au salon ici, des livres de poésie que j'ai lus dernièrement. Et je vais commencer en fait par une petite remarque, un petit rappel. Je ne suis pas bien sûr de ce qui s'est passé. Voilà, enfin, je pense que c'est passé inaperçu, je pense. Mais lors de l'avant-dernier numéro, le numéro 103, le 15 octobre, si j'y pense, je remettrai le lien dans la description, j'avais présenté un recueil, le deuxième recueil de poèmes de Paloma Hermine Hidalgo, Rien le ciel peut-être, aux éditions Sans Escale. Et j'avais fait remarquer que, alors j'avais lu des extraits de ce très beau recueil de poèmes, et puis j'avais aussi raconté que une bizarrerie ou une petite erreur, on va dire, de communication avait eu pour effet que l'autrice m'a envoyé un exemplaire dédicacé à mon nom, et puis l'éditeur me l'avait également envoyé, et donc j'ai un exemplaire en plus, l'exemplaire de l'éditeur, sans la dédicace bien sûr, que je suis prêt à donner, à offrir, et donc j'avais demandé à ce que tout simplement vous mettiez un petit commentaire en dessous pour dire que ça vous intéressait de recevoir ce petit volume, petit par la taille, mais un très très joli volume de poésie de Paloma Hermine Hidalgo. Donc c'est reparti, puisqu'il ne s'est rien passé il y a 1 mois et demi, c'est pas grave, on remet en jeu. Donc voilà, si vous souhaitez recevoir ce recueil, et un petit mot de ma part, vous mettez des commentaires en dessous, s'il y a besoin on fera un tirage au sort, et puis voilà, je vous enverrai ça par voie postale. C'est l'occasion de parler du premier recueil en fait de Paloma Hermine Hidalgo, Christina, dont j'avais parlé il y a maintenant facilement 3-4 ans, je pense. Il avait d'abord été publié, alors la première édition, c'est aux éditions du Réalgar, il y a 3-4 ans, sous un autre nom, Calonis Herminia. J'avais parlé de ce livre que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et puis, entre-temps, Paloma Hermine Hidalgo a décidé de republier ce texte sous son vrai nom, et non plus sous le pseudonyme de Calonis Herminia, dans lequel on retrouve Hermine quand même. Voilà, et donc c'est aussi un très beau livre qui a été republié au Réalgar. Voilà, je vous montre la très belle couverture je vais dire une bêtise. Évidemment, je ne vais pas retrouver le nom du peintre, de la peintre, Sylvie Lobato, voilà, qui a fait la couverture de... On ne voit pas très bien parce qu'en plus là, je fais la vidéo alors que je suis encore à la lumière électrique et il ne fait pas encore jour, ou pas à peine le jour point. Donc bon, bref. Donc l'image est vraiment pas terrible, mais on s'en passera. C'est pas très grave. Voilà, donc mettez un petit mot si vous avez envie de recevoir le recueil de Paloma Hermine Hidalgo, Rien le ciel peut-être. Donc j'avais déjà lu des extraits il y a 1 mois et demi, donc je vous renvoie à la vidéo numéro 103. Spécial poésie, par exemple pour reparler là encore, c'est un texte dont j'ai parlé il y a bientôt 2 ans, fin 2021, Amer de Najim Mchangama, jeune poète de Mayotte, et il se trouve que je l'ai ressorti des étagères parce que nous l'avons rencontré ce week-end au Salon du Livre africain dans le cadre du festival Plume d'Afrique, et donc c'était très sympa. Du coup je lui ai demandé de me dédicacer le recueil. Et bon, on n'a pas longtemps, mais on a un petit peu discuté. Et en fait, il prépare actuellement un second recueil, donc très très pressé de lire ça, vraiment hâte, parce que c'est un très beau recueil que je vous conseille. Donc là, c'est pareil, on est sur de la petite plaquette, un petit peu de 60-70 pages, comme pour le livre, comme pour les recueils de Paloma Hermine Hidalgo, qui d'ailleurs le livre au Réalgar, il est 12 €, je crois, et celui-là, il est aux éditions Projectile, il est 10 €. Donc voilà, donc pour vos cadeaux de Noël, si vous avez des amis qui aiment la poésie, ça c'est sûr que c'est des livres qu'ils n'auront pas, parce que c'est un peu confidentiel quand même, et c'est dommage que ça soit aussi confidentiel. J'ai ressorti pour l'occasion, histoire de faire le lien, un des derniers recueils de Nassouf Djellani,
autre poète et écrivain de Mayotte, qui est aussi un des deux éditeurs avec Raharimanan des éditions Projectiles, donc il y a évidemment une connexion ici. Nassou Djalaini qui est venu en fait pour une rencontre au cinéma Les Studios il y a maintenant pas loin de 2 semaines maintenant, dans le cadre de Plume d'Afrique, et qui était aussi ce week-end au Salon du Livre africain. Voilà, donc c'est aussi pour rappeler ce recueil dont j'ai parlé aussi en son temps. Il faudrait que je recherche le numéro des vidéos et les références. Il est sorti l'an dernier, en fait, voilà, 2022, donc ça ne doit pas faire si longtemps que ça. C'est un recueil bilingue, mais c'est un recueil bilingue au sens où, en fait, pas au sens où il y a un texte et sa traduction en face, mais au sens où il y a une des parties du recueil qui est dans les 2 langues, mais sans qu'on sache réellement si ça se suit. En fait, il faut connaître en fait le malgache, je vais dire une bêtise, je vais dire le kibushi, voilà, ici, pour savoir exactement s'il y a une correspondance ou si c'est similaire, réécrit, si c'est une continuité. Donc il y a quelque chose de très agréable dans ce recueil aussi, à être un peu mis en danger un petit peu quand on ne parle pas le kibushi, ce qui est mon cas. Voilà, donc là il y avait un petit focus Paloma Hermine Hidalgo, petit focus Mayotte, et maintenant on en vient au recueil dont je n'ai pas encore parlé, au livre dont je n'ai pas encore parlé, donc en poésie, une des toutes dernières publications des éditions Louise Bottu. Tiens, ça fait une image amusante avec le reflet, enfin on va dire que c'est amusant. Je me dédouble dans le reflet noir glacé de ce volume des éditions Louise Bottu, de la collection Contrainte, avec son titre. Florence Saint-Roch et Dominique Kellen. C'est en fait un projet dans lequel, je vais vous le lire, en fait c'est expliqué dans le préambule, donc la contrainte est expliquée dès le début. Ce livre s'est écrit lundi après lundi, une année durant. Les semaines paires sont des propositions de Florence Saint-Roch, dont les textes sont en romain. Les semaines impaires de Dominique Kellen, dont les textes sont en italique. Les textes avec correspondent aux heures de jour, les textes sans aux heures de nuit. Le nombre de signes s'entend espace comprise. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque semaine, il y a donc le numéro d'ordre de la semaine, le titre avec 100, et à chaque fois c'est un nom différent, ici avec 100 GPS, et ensuite il y a les indications du calendrier avec heure du lever, heure du coucher, et en fait c'est le nombre d'heures, 14h59 de jour pour cette semaine-là, et 9h01 de nuit, qui contraignent la longueur du texte avec et du texte sans. Et donc, par exemple, ici, la semaine 32, il y avait 14h59 de jour, donc ça veut dire que le texte avec, écrit par Dominique Kellen, fait 1498 signes, et le texte sans correspond aux signes liés à la nuit, 902 signes. Voilà, donc c'est un peu l'idée à chaque fois. Ça veut dire que chaque semaine fait 2400 signes. Alors ils n'ont pas utilisé en fait le système avec les 60 minutes et les 60 secondes, etc. Donc c'est pas 3600 signes en tout, c'est 2400 en prenant les heures comme si une heure était composée de 100 unités. Donc ils ont refait ensuite de la division évidemment. Voilà, donc à chaque semaine il y a donc une proposition différente. Et je vais vous lire la semaine 40 avec 100 morceaux. Semaine 40 avec 100 morceaux. Lever du soleil 7h49, coucher 19h23, soit 11h34 de jour, 1157 signes, et 12h26 de nuit, 1243 signes. Cette semaine-là, parce que ça alterne chaque semaine, c'est la semaine paire, ça commence par le texte avec, qui est écrit par Dominique Kellen, et ça continue par le texte sans, qui est écrit par Florence Saint-Roch. Supposons qu'on me découpe en un nombre quelconque de morceaux, ou mieux, que m'en soit d'abord enlevé un de bonne taille, mais relativement accessoire, comme une jambe ou un bras. Je saurais bien lequel des 2 morceaux ainsi obtenus serait moi, ou pour le dire autrement, dans lequel je demeurerais. Chacun l'aura compris. Mais supposons qu'on renouvelle l'opération avec d'autres parties jusqu'à ce qu'il ne me reste, ou s'il faut être neutre, qu'il ne reste, plus que la tête. C'est-à-dire qu'au lieu de la séparer du corps, comme cela se pratique, on aurait détaché celui-ci de celle-là. Allons plus loin. Supposons que pour finir, on m'ait découpé en une infinité de morceaux minuscules, certains invisibles à l'œil nu. Tout cela, bien sûr, demande non pas un corps composé de cellules, mais un simple puzzle, un patchwork. Un corps de briques et de brocs, de pièces et de morceaux.
Dans lequel de ces morceaux serais-je en définitive? Une boîte, si on entreprend d'en retirer les pièces une à une, à partir de combien cesse-t-elle d'être une boîte? Un ruban, si on le raccourcit, jusqu'à quelle taille peut-on encore le considérer comme un ruban? Récupère, ma vieille, récupère les heures fatiguées, les instants en miettes, les 10 000, les 100 000 morceaux, les fragments usés, les parcelles démembrées. Tout ce qui s'en va s'effiloche, t'échappe, s'éparpille et se perd. La volo, le désordre, les n'importe quoi rassemble tout cela. Sauve des orages, des tempêtes, des colères et des rages, ce peu de cohésion qui fait ton intégrité, réunit ce qui est déchiré d'un seul tenant, relie les aboutissants, ramène l'accord là où la mésentente divise, apaise les conflits aveugles, les querelles intestines, répare ce qui te blesse et te défait. Quand tu te sens chamboulé, remets de l'ordre, refais le puzzle, et après, bon sang, colle les pièces, collecte là-bas, là-haut, ici, partout, la matière, écarte-les, reforme les moments désagrégés, ressoude les atomes, pulvérisés, ligature ou agrafe à point serré, referme les lèvres de la plaie. Il n'est plus l'heure vraiment de te laisser disperser tout ensemble, retrouve, ramasse, restaure et recrée tel Déméter, réunissant jadis les membres de son fils bien-aimé, fait preuve d'une patience inentamée, remédie au morcellement, réassortit le tout, reforme l'unité, sans rien négliger, rejoint, scelle et reconstruit, alors en tout lieu, en tous espaces, récupère, ma vieille, récupère. C'est donc une lecture de la semaine 40 de Avec 100 titres, je vais y arriver, avec 100 titres de Florence Saint-Roch et Dominique Kellen, et c'est aux éditions Louise Botus, ça vient juste de sortir, et oui, moi je classe ça dans la poésie, voilà. Mais bon, je lis beaucoup de textes qui sont un peu hors genre ou multigenres. Un bond en arrière dans le temps avec le grand classique de la poésie persane, 14e siècle dans notre calendrier à nous, Hafez, je ne sais pas comment ça se dit, Hafez Shirazi, ça doit vouloir dire Hafez de Shiraz, si mes souvenirs sont bons. Avec Omar Khayyam, le poète persan le plus célèbre, donc j'ai envie de dire qu'on ne présente plus Hafez, parce qu'il faut le présenter, eh bien, vous irez voir par vous-même. Et il se trouve qu'en fait, je n'avais aucun livre, en fait, aucune traduction de Hafez. Il m'arrivait de tomber dessus assez régulièrement depuis de nombreuses années, en traduction française, en traduction anglaise, même en traduction allemande dans certains livres que j'ai pu lire. Mais je n'en avais pas à moi, donc j'ai acheté une des éditions un peu classiques, Sindbad UNESCO, Actes Sud, ça date de 1989, et ce sont 100 ballades du Diwan, choisies, traduites du persan et présentées par Vincent Mansour Montel, en collaboration avec Akbar Tajvidi, calligraphies originales. Voilà, donc c'est dans cette collection série persane, donc les odes, le choix d'odes, donc il y en a 100, sont tout le temps présentés pareil. Donc vous avez le texte persan en calligraphie sur 2 colonnes, la traduction, et ça occupe à chaque fois 4 pages en fait, puisque il y a généralement alors, ce que je suppose être les 2 derniers quatrains, je ne sais pas comment ça fonctionne, ça a l'air d'être plutôt 2 distiques, mais bon, à chaque fois c'est traduit par 2 quatrains, donc je ne sais pas trop où on en est. Voilà, c'est présenté comme ça, et c'est très très beau en fait. Alors je pense que quand on ne lit pas le persan, quand on n'a pas tellement de notions de culture persane, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, y compris dans l'importance culturelle qu'a Hafez, puisque on sait que Hafez, il sert pour la divination, il sert dans de nombreuses occasions de la vie quotidienne, il sert dans les luttes, dans les protestations politiques, et on l'a beaucoup vu en Iran depuis 1 an et demi, mais enfin très honnêtement depuis bien plus d'1 an et demi. Voilà, mais c'est bon, même en traduction et même sans grande connaissance, on peut apprécier. Je vais vous lire ce qui est le numéro 232. Je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, donc sur 500 poèmes ou ghazals, 100 ont été retenus ici et traduits en vers français rythmé, rimé ou assonançé. Je vais vous lire L'Oiseau de Paradis. La traduction est très belle. Ensuite... je ne sais pas si elle est fidèle, pas fidèle. Ensuite, c'est un débat qui m'échappe, je ne lis pas le persan. Si cet oiseau de paradis vient à repasser par ma porte, c'est comme si mon jeune temps me revenait en quelque sorte,
pourvu que mes larmes de pluie fassent rejaillir sans retard l'éclair de chance qui m'a fui et la ramène à mes regards. Celui dont mon chef couronné était sous mes pieds la poussière, je demande à Dieu qu'il revienne et vienne de nouveau me voir. J'irai le chercher. S'il m'arrive de me perdre, mes amis chers auront au moins eux des nouvelles. Même à défaut de me revoir, je dois m'offrir en sacrifice pour le retour de mon ami. Sinon, le trésor de mon âme, à quoi donc m'aura-t-il servi? Si le croissant neuf de la lune me montre qu'il est revenu, j'irai sur le toit du bonheur battre tambour à la fortune. Ce qui l'empêche de rentrer, c'est le grondement de la harpe et le bon sommeil du matin. Il n'entend pas l'aube gémir. Hafez, tu espères revoir ton sultan la lune au visage. Ne ménage pas tes efforts pour qu'il puisse enfin revenir. Voilà, c'était le Ghazal numéro 232. Alors oui, j'ai oublié de dire, alors certains ne tiennent que sur 2 pages en fait, hein, c'est le cas du 218, en fait il y en a plein en fait, hein, j'ai dit des bêtises un peu, 218, 228, donc ils sont plus courts. Celui-là il est traduit d'ailleurs en distique, donc j'ai aucune connaissance réellement de métrique par rapport à ça. C'est pas réellement expliqué non plus d'ailleurs dans l'introduction, bon, il faudrait lire davantage. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, ça se termine systématiquement par un appel à lui-même, Hafez. Hein. Donc il y a à chaque fois, chaque dernière strophe, le dernier quatrain, le dernier distique, etc., se termine. Et donc voilà. Et c'est pas toujours traduit en octosyllabes. Là, on a entendu de très beaux octosyllabes assonancés et rimés, en partie rimés, mais c'est pas toujours traduit en octosyllabes. Hein. Par exemple, la fin le dernier quatrain du 229 est bon. Celui-là, il est tout en octosyllabes. Hein. On chantera donc ses louanges dans la réunion des amants, partout où l'on prononcera le nom de Hafez sûrement. Mais si on regarde le 228, qui est celui qui précède, ça se termine par, dans la traduction française, ce distique d'Alexandrin, Hafez, ton insouciance en ce monde est vie, qui dort à la taverne en sort ivre au matin. Et donc voilà, donc j'étais très content de pouvoir, ça fait plusieurs mois maintenant que j'avais ce livre sur ma table de chevet et que j'en lisais quelques poèmes par-ci par-là. Il y en a certains que j'ai vraiment relus plusieurs fois aussi. J'ai pas tout lu en fait, il va peut-être repartir sur ma table de chevet. Enfin voilà, c'était dans le cadre de ces lectures de poésie, très très belle traduction par Vincent Mansour-Monteil avec Akbar Tajvidi d'un cinquième du corpus des ghazals de Hafez. On revient, on remonte le temps dans l'autre sens, avec, je vous parlais tout à l'heure de Paloma Hermine Hidalgo en disant que c'était son second recueil que je me proposais de vous envoyer, de vous offrir. Eh bien voilà un autre deuxième recueil d'un jeune poète, là aussi, je pense que ça va être plus ou moins la même génération que Paloma Hermine Hidalgo, Germain Tramier, dont j'avais beaucoup aimé le premier livre aux éditions de la Crypte, j'avais eu l'occasion d'en parler, et donc cette année, il a publié son deuxième recueil aux éditions Chêne, chez Chêne Éditeur, ce qui est certainement ce qui est certainement, j'allais dire, une sorte de promotion, en quelque sorte. C'est un éditeur de poésie extrêmement réputé et très sérieux. Et donc, les livres sont très beaux aussi, avec toujours cette jaquette, cette jaquette amovible. Et à l'intérieur, une couleur, donc avec tout ce travail bicolore sur la couverture, etc. Donc les livres de chez Chêne Éditeur sont très très beaux. J'en ai assez peu, mais ils sont très beaux. Voilà, et donc ce recueil, le Cahier d'eau, qui était un texte vraiment sur l'enfance, sur les souvenirs d'enfance et sur la matérialité des souvenirs d'enfance. Quelque chose que j'aime vraiment bien. C'est principalement en vers libres, ce sont des vers libres. Est-ce que, alors je l'ai lu quand il est sorti, ça fait quelques mois déjà, et je n'ai pas repréparé ou choisi une lecture en particulier. Je vais essayer peut-être d'en lire 2, histoire... Allez. Page 34. Quand il rentre au village natal, sa mère pousse et ouvre le mur, et Céline dit que la route est permise. Nombreux, ils brassent le quartier, baffrent, et pourrissent les trottoirs roses, toujours avec la grosse falaise dans le dos et la falaise rayonne.
Ils sont tout un été libres jusqu'au soir, sortent et beuglent, ont la peau durcie de sueur, dortie de clair de lune. Ils croient que tout ouvert est éternel, et l'éternité rayonne. Page 55. Il se souvient du grand-père fée, la bouillie bordelaise. Il faisait tomber sa magie, sa poudre bleue, disait « Regarde, ça tue la terre ». Avec on pourrait l'avaler, c'était bleu poussière. Et le ciel avait détruit le sol, bouffé les fleurs, il pleuvait du grand-père fée, de ses mains modernes à melon. On pouvait manger la terre lavande, le gravier. Pierre brûlait les bêtes. Le cahier d'eau de Germain Tramier. Et toujours dans les publications récentes de poésie française, je m'étais même marqué des numéros de page, dis donc, ça c'est quand même hallucinant. Le chaos dans 14 vers de Pierre Vinclair, anthologie bilingue du sonnet anglais, publié chez L'Hurlure. 2023 aussi, je ne savais plus si c'était fin 2022. Là aussi, un livre qui est resté. Alors lui c'était plutôt au salon, hein, qui a la petite jaquette qui indique les auteurs et autrices traduites dans cette anthologie. Donc c'est un livre de presque 400 pages. Donc c'est comme toujours tout ce que fait Pierre Vinclair, à la fois extrêmement intelligent et puis très bien traduit aussi. Donc une anthologie très pertinente, très intéressante et une somme de traduction très homogène. Alors d'autant plus, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi quand même, le choix est très hétérogène, c'est-à-dire ça couvre 5 siècles de sonnets et avec des choix qui sont délibérément hétérogènes, avec des grands classiques, hein, Shakespeare, Wordsworth, Keats, etc., mais aussi avec j'avoue, des découvertes, des vraies découvertes. Mary Roth, par exemple, citée pourtant par Virginia Woolf dans A Room of One's Own. Donc il y a à chaque fois une petite notice. Hein, Pierre Vinclair, c'est une anthologie qui a le mérite aussi d'essayer de contextualiser, d'expliquer d'où vient le choix et de ne pas laisser à la libre appréciation du lecteur ou de la lectrice la volonté d'aller faire quelques recherches supplémentaires sur les différents auteurs-autrices. Non, il y a des petites notices qui sont données pour éclairer le choix. Et donc ici, il a traduit, donc je vais prendre l'exemple de Mary Roth, mais j'aurais pu en prendre d'autres, bien entendu. Ça se termine, je crois, avec une poète qui est une poète vraiment fétiche de Pierre Vinclair. Je vais y arriver. C'est pas vrai ça, c'est pas possible. Alors là, c'est E.E. Cummings, mais je sais que ça se termine pas par E.E. Cummings. Voilà, ça se termine par Marilyn Haka, je vais y arriver. Et juste avant, même, il y a Joshua Heap. C'est très intéressant aussi, sachant que du point de vue des poètes femmes, il a quand même réussi à faire à peu près sinon une véritable parité, parce que c'était sans doute un peu difficile, du moins une vraie présence de voix féminines importantes, avec des classiques, hein, Elizabeth Barrett Browning, Edna St. Vincent Millay, et puis des voix moins connues, hein, Marilyn Haka et Mary Roth. Donc il y a aussi Christina Rossetti. Donc ça doit faire 5 femmes sur 14, ce qui n'est pas mal du tout, franchement, dans la mesure où il essaie de replonger aussi jusque dans l'histoire des débuts du sonnet, et qu'il y a eu quand même très peu de poètes femmes à avoir écrit beaucoup de sonnets jusqu'au 19e siècle, en fait, exclus. Donc voilà, donc c'est un très beau travail, et je vais vous lire le début de la couronne de sonnets dédiés à l'amour de Mary Roth. Donc là, on est dans les sonnets du début du XVIIe, dans les sonnets édouardiens, qu'est-ce que je dis, édouardien, jacobéen, je vais y arriver. J'étais tellement en train de penser à Christina Rossetti, poésie victorienne, poésie édouardienne, que je dis des choses et je pense à autre chose en même temps. Donc c'est une expérience, bref, douteuse. A Crown of Sonnets Dedicated to Love, by Mary Roth, et c'est de 1621. In this strange labyrinth, how shall I turn?
Ways are on all sides while the way I miss. If to the right hand there in love I burn, let me go forward, therein danger is. If to the left suspicion hinders bliss, let me turn back, shame cries I ought return, nor faint, the crosses with my fortune kiss. Stand still is harder, although sure to mourn. Thus, let me take the right or left hand way, go forward or stand still or back retire. I must these doubts endure without allay or help, but travail find for my best hire. Yet that which most my troubled sense doth move is to leave all and take the thread of love. Et ça se termine par... Alors c'est des poèmes, les sonnets de Mary Roth, ce sont des sonnets élisabétains ou shakespeariens, comme on les appelle parfois, c'est-à-dire constitués de 3 quatrains et d'un distique final qui est la chute, la pointe, le concetto, le conceit, peu importe, ou la chute, oui, ou la pointe, je ne sais pas très bien comment on dit en français, et qui d'ailleurs très souvent aussi peut avoir cet effet de dolorime, c'est-à-dire de rime pour l'œil, puisque move et love ne riment pas, et ne rimaient pas non plus au XVIIe siècle, parce qu'il y a des personnes qui pensent du coup qu'il faut dire louve ou mauve, mais non, ça ne rimait pas. Et en revanche, voilà, il y a une manière de le lire, une manière extrêmement formelle, je ne suis pas allé jusque-là, de lire ce genre de sonnet en créant une rime artificielle, en prononçant délibérément mal un des deux mots. Donc on pourrait très bien dire doth move is to leave all and take the thread of love. Bon, je trouve que c'est pas très intéressant de lire comme ça, mais c'est pour ça que ça existe. La traduction tout de même de ce sonnet par Pierre Vinclair, j'allais oublier. Une couronne de sonnets dédiés à l'amour. Comment tourner dans cet étrange labyrinthe de tous côtés des voix, lors que la voix m'échappe? Si c'est à droite ici, je brûlerai d'amour. Fais-moi aller devant, là survient un danger. Quand à gauche, un soupçon entrave le bonheur. Si je fais demi-tour, honte crie de ne pas ni défaillir, quoique des croix baisent mon sort. Pire est de ne pas bouger, quoique sûr de son deuil. Donc, laisse-moi aller, par la droite ou la gauche. Avancer, reculer ou rester immobile, je dois ces doutes endurer sans réconfort ni aide, mais compter sur mes propres efforts. Pourtant, ce qui émeut mes sens troublés le plus, c'est de tout quitter pour saisir le fil d'amour. Alors, vous l'avez entendu, dans ce poème, comme dans de nombreux poèmes, Pierre Vinclair fait le choix de ne pas conserver de schéma de rime. L'édition est bilingue, donc on peut se rapporter au sonnet en anglais pour voir exactement quel est le processus formel et comment ça marche. Mais en revanche, il est d'une très très grande fidélité à la métrique, en le transposant dans l'alexandrin, mais très proche de la métrique, et très proche aussi des choix de syntaxique, c'est-à-dire notamment l'inversion sujet-objet, qui est très classique dans le sonnet shakespearien, et dont Mary Roth s'inspire ici, le These doubts endure, ces doutes endurés, voilà, donc il y en a plusieurs autres comme ça. Donc voilà. Alors dans certaines autres traductions de sonnets, il garde les rimes. Tiens, je vais vous lire un sonnet de Christina Rossetti qui présente en plus l'intérêt d'être dans une structure qui est une structure mixte, mais qui emprunte beaucoup plus au sonnet italien, mais qui le mixte un tout petit peu avec le sonnet anglais. Ça, c'est pour les amateurs. Alors, le sonnet de Christina Rossetti, il commence par une épigraphe en italien, que je vais essayer de lire quand même, une double épigraphe, Dante et Pétrarque, excusez du peu. Poca favilla gran fiamma seconda. Ça, c'est Dante. Et ogni altra cosa, ogni pensier va fuori. E stol ivi con voi, rimansi amore. Pétrarque. Bon, avec dans mon italien horrible. On va espérer que mon anglais est un peu moins horrible. I loved you first, but afterwards your love outsoaring mine sang such a loftier song as drowned the friendly cooings of my dove. Which owes the other most? My love was long, and yours one moment seemed to wax more strong. I loved and guessed at you. You construed me and loved me for what might or might not be nigh. Weights and measures do us both a wrong.
For verily love knows not mine, nor thine, which separate I and thou, free love has done, for one is both, and both are one in love. Rich love knows naught of thine that is not mine. Both have the strength and both the length thereof. Both of us of the love which makes us one. Donc un sonnet dans l'inspiration. Alors c'est Christina Rossetti, grande poète très très peu connue en France du 19e siècle. On connaît généralement son mari, Dante Gabriel Rossetti. J'ai même un doute, j'ai même plus si c'est son mari ou si c'est son frère, tellement ces histoires de famille ne m'intéressent pas du tout. Mais non, je crois que ils sont mari et femme quand même, je crois. Peu importe. Il faudrait que je vérifie quand même parce que ça fout la honte malgré tout, même si je dis que ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. Je ne vais pas y arriver. Bon, mais il ne le dit pas non plus. Donc, bref, peu importe. Bon, on vérifiera et puis honte à moi. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, dans ce sonnet-là, elle s'amuse avec le modèle shakespearien du sonnet délibératif qui creuse les mots, qui travaille sur des analogies, sur des paradoxes métaphysiques, ce qui donnera lieu évidemment à la poésie aussi de John Donne. Et donc là, on a vraiment une espèce de concaténation, c'est-à-dire il y a le sonnet italien classique, par-dessus lequel on a la réinvention du sonnet sous une autre forme et sous une autre structure par Shakespeare et l'ensemble des Élisabétains, parce qu'en fait Shakespeare il n'a rien inventé réellement, hein, c'est plutôt Philip Sidney et d'autres en fait, juste avant lui. Et par-dessus, il y a le modèle au XVIIe siècle de John Donne qui fait ce sonnet délibératif avec des jeux de mots, avec des arguments philosophiques et logiques qui ont donné lieu à cette étiquette très problématique de poésie métaphysique, peu importe, je ne vous fais pas un cours. Et donc voilà, et donc c'est ça que Rossetti ici imite, et ce modèle-là avec lequel il s'amuse. En fait, il y a énormément d'ironie et d'humour aussi dans ce sonnet. Je vous lis la traduction de Pierre Vinclair, après on passera à autre chose, mais vous avez noté la référence chez l'Hurlure. « Je t'ai aimé d'abord, ensuite, surpassant le mien, ton amour a si noblement chanté qu'on n'entendit plus ma colombe roucouler. Qui à l'autre doit plus? Mon amour fut constant, mais le tien un moment sembla croître plus fort. Je t'aimais, te devinais, tu m'interprétas, m'aimant pour ce qui pourrait être ou n'être pas. Las! À l'un, l'autre font poids et mesure tort, car l'amour ne connaît ni mien ni tien vraiment. L'amour libre a fini des jeux et tu distincts, l'un étant double et le couple un seul être aimant. L'amour riche ignorant le tien qui n'est à moi, toi comme moi durable et fort moi comme toi, tous les deux à l'amour qui de nous ne fait qu'un. Donc là, il est effectivement traduit en rime, traduit en alexandrin et en rime, à ceci près, mais ça c'est ma vieille marotte, que Pierre Vinclair fait rimer distinct et un, qui ne rime pas en fait, mais qui rime évidemment pour 75% ou 80% des locuteurs francophones de France métropolitaine, mais ça n'est pas le même son. Bref, ça n'est pas le même son, et il y a des gens comme moi qui font la distinction, pas du tout par une forme d'élitisme, etc. C'est juste parce que je suis né dans une région où on fait la différence. Je suis né en Gascogne, et dans tout le Grand Sud-Ouest, on fait la distinction entre le 1 et le 1. Et donc, distinct et qu'un ne riment pas, mais bon, ici, il rime. Et c'est pas du tout un reproche que je fais à Pierre Vinclair ici, du tout. Voilà, donc voilà, vous voyez juste la page que je viens de vous lire. C'est donc Le Chaos en 14 vers de Pierre Vinclair, chez l'Hurlure. Et on revient à la poésie persane, mais cette fois-ci quasi contemporaine, deuxième moitié du XXe siècle, une poésie extrêmement abstraite, extrêmement âpre. J'avais acheté ce livre il y a 6 mois à peu près. Là aussi, c'est pareil, il m'a accompagné, il était à la salle à manger et j'en lisais régulièrement. Les 70 pierres tombales de Yadola Royaï, traduit du persan par Arash Joudaki avec la collaboration de l'auteur. Et c'est un... J'ai une carte de Louise Bottu à l'intérieur de ce livre. Alors, c'est pas du tout chez Louise Bottu, c'est aux éditions Tarabuste. Et c'est pas du tout une publication récente, puisque ça date de... je sais pas, c'est pas écrit. C'est pas écrit au début, mais 2016, voilà. Donc, c'est pas vieux non plus, mais c'est... alors, ce sont des poèmes qui sont à chaque fois constitués de manière double par un passage en prose
si je comprends bien la manière dont c'est traduit, à chaque pierre tombale est en fait, chaque poème pierre tombale, chaque poème élégiaque, on l'a bien compris, hein, est constitué d'un passage en prose dans lequel le nom de la personne enterrée figure, et puis un poème en vers qui lui est beaucoup plus allégorique en fait, est beaucoup plus éloigné en apparence, qui est vraiment le message sur la tombe tel qu'il est censé être gravé sur la tombe. Alors, je vais vous lire quand même, histoire que ça soit peut-être un petit peu plus clair, la quatrième de couverture hein, de Yadollah Royai, le poète. Alors, j'ai échangé avec un ami iranien qui m'a dit que c'était un poète extrêmement compliqué. Je veux dire, même en persan. Bon, là, c'est pas une édition bilingue, ce qui m'aurait avancé à rien. De toute façon, je lis pas le persan, mais voilà, c'est un poète difficile. Mais j'ai trouvé ça très beau par moments, mais il y a vraiment des moments où j'avais l'impression de pas très bien comprendre ce qui se passait. C'est très beau, c'est parfois très poignant aussi, hein, quand même. Donc voilà, c'est abstrait, mais ça peut être tout à fait poignant. Je vous lis cette quatrième de couverture, après je vous lirai un poème. À chaque pierre, j'ai prêté un nom et à chaque nom une parole, car la mort du nom donne naissance à la parole, au dire et à l'écrire. Cela pour retrouver ici dans la communauté des pierres l'univers de l'invisible, le visible de sa réalité mère, car ces noms, ces morts-noms, avaient de leur vivant des paroles qui échappaient au réel. Le nom d'un mort est l'immédiat de sa mort, il apparaît pour la séparer de son apparence et la mettre entre parenthèses. Une chose entre parenthèses et chose sans apparence. L'écriture reste le soutien de son immédiat pour l'emporter à son profond, en lui donnant une troisième dimension, un espacement à traverser. Tout un programme, comme vous le voyez. Bien, je vais vous lire un poème de la page 90. Car Zacharie a dit, le comprendre est dans la distance que nous prenons avec le compris, et souhaita qu'on pose la pierre non taillée, une place pour la taille du nom, un peu plus loin de celle de la mort. Entre la sépulture de Zacharia et sa pierre tombale, les géraniums, factices ou naturels, remplissent l'espace, toutes les deux encerclées dans une enceinte métallique, avec un alambic cassé, et au bas de la pierre, un crible. Alors je n'ai pas noté le fait que dans chaque texte en prose et en italique qui décrit la tombe, qui associe un nom à la tombe elle-même est décrite avec donc les sculptures, les motifs gravés, etc. J'ai témoigné que les guêpes jaunes et futiles, dans leurs alvéoles de cire, se révoltèrent, et qu'elles envahirent les ruches et tuèrent les abeilles, et que les abeilles devinrent les migrantes de l'air. Dans le transfert du dard, la torpeur s'est multipliée par 1000. Voilà, c'était une brève approche de ce recueil de Yadollah Royai, traduit par Arash Joudaki, 70 pierres tombales. À aucun moment, j'ai vraiment lu l'intro et tout, à aucun moment je n'ai compris pourquoi c'était traduit par 70. Ok, et puis tiens, puisqu'on en est à s'intéresser à la poésie étrangère, lors d'un récent séjour à Saragosse, j'ai acheté 2 livres de poésie, parce que j'ai jamais appris l'espagnol, mais je le lis un petit peu, et donc la poésie, j'y arrive, à force de lire des recueils en bilingue, etc., je finis par à pouvoir apprécier un petit peu quand même, donc souvent je jette un œil au dictionnaire et je regarde des mots pour être sûr de bien comprendre, mais ça passe. Alors là, je ne pourrais pas du tout lire des romans, par exemple, mais il y a un certain nombre il y a des formes de poésie que j'arrive à lire, et donc il y a ces 2 recueils de 2 écrivaines très contemporaines. Ici, Marisa Morata Hurtado, Trayectorias, et c'est un recueil bilingue, donc lui il est en espagnol et en français, quoique publié chez un éditeur de Saragosse, Nautilus Ediciones, c'est donc une édition bilingue, donc il y a une préface bilingue également, et puis il y a les poèmes. J'ai jamais réussi à comprendre qui avait traduit les poèmes, mais bon, c'est pas grave. Bizarrement, la traduction française est à gauche, donc comme si c'était le texte premier, et c'est le texte espagnol qui est à droite. Donc je vais vous lire d'abord le texte espagnol quand même. Han encontrado un cuerpo oscuro en algún lugar del sotobosque. No tiene garras, es suave, no vuela. El dibujo de sus venas
hace meandros como un río, significando algo. En realidad es piel muerta, un resto de nosotros que no supo existir dentro del mundo. Ils ont trouvé un corps sombre quelque part dans le sous-bois. Il n'a pas de griffes, il est doux, ne vole pas. Le dessin de ses veines trace des méandres comme une rivière, signifiant quelque chose. C'est en réalité de la peau morte, un reste de nous, qui n'a pas su exister dans le monde. Voilà, c'est un très très beau recueil. Marisa Morata Hurtado. Et un autre recueil, alors lui, il n'était pas en bilingue, donc là j'étais obligé d'aller voir un petit peu le dictionnaire assez régulièrement. C'est La Mujer Desierta de Farah Gerari, et je l'ai acheté après l'avoir un petit peu feuilleté. Et ce qui m'a un petit peu intéressé, c'est que c'est une poète première génération, immigrée du Maroc quand elle était toute petite, quand elle était enfant, à l'âge de 4 ans. Et donc elle est née, alors si je lis bien la 4e couverture, elle est née à Nador, une cité du Rif située au nord du Maroc. Voilà, et donc ce recueil, je ne sais pas si c'est son premier recueil ou pas, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un de jeune, je n'ai pas refait de recherche. J'ai acheté ça à Saragosse, ça venait vraiment de sortir parce qu'on y était en avril et ça a été publié en 2023, donc j'irai rechercher, il faudra que je revérifie ça. Alors c'est assez amusant parce que bon, il y a donc 45 poèmes, c'est très beau, c'est suffisamment simple pour que je puisse, dans la syntaxe, dans le vocabulaire, pour que je puisse un petit peu comprendre ce qui se passe. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça très beau. Tiens, j'avais marqué le poème numéro 8, peut-être. Alors c'est curieux parce qu'il y a, si je me souviens bien, voilà, il y avait une erreur. Ensuite, il y avait 2 poèmes 9 et ensuite ça a sauté au 11. Donc le numéro 10 est numéroté numéro 9, peu importe. Donc de toute façon, c'est le 8 que je vais vous lire. Dans mon espagnol dégueulasse, évidemment. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je vous montre la première page. Vous pouvez faire arrêt sur image. Et pour ceux d'entre vous qui lisent l'espagnol, après vous pouvez zapper les 2 minutes qui suivent, qui vont être dans mon espagnol dégueulasse. Muchas hojas muertas me hablan de las aves. Me cuentan que a pesar de las alas, viven enjauladas entre las ramas de los árboles. Cantan en nombre de la nostalgia cada mañana para dar la bienvenida al sol y las mujeres que lloran al amor. Me dicen que son aves con las plumas pintadas por unas manos agrietadas, arrugadas como recién sacadas del agua. Aves olvidadas por el mundo que vuelan sin movimiento, que lloran todas las noches y despiertan cantando una y otra y otra y otra vez. Me dicen que cuide mis piernas heridas, que no me dejen volver en promesas de una libertad con alas, que mi nombre ronda entre el cantar de las aves y que el amor en un desierto no es más que un vacío. Alors très entre autres, je ne sais absolument pas distinguer les re des ra, enfin je ne sais pas faire la rota, donc je suis sûr qu'il y a à peu près tous les mots dans lesquels il y a des R et des J que je prononce de manière débile et sans doute ridicule. Et puis comme je n'en suis pas à ça près, pour me ridiculiser, je vous lis aussi le poème 26 qui est plus court, donc là vous allez l'avoir en entier si vous faites arrêt sur image. On va faire un truc comme ça, on va mettre en gros plan, voilà. Et donc vous pouvez substituer votre propre lecture en espagnol à la mienne. Cuando tus huelas se apoderan de mi piel, busco en el viento la salvación, que este cuerpo sea convertido en hoja otoñal, que me arrastre con fuerza hacia el lugar que me permita olvidar tu perfume amargo, esa mirada vacía que perfora mis entrañas. Esperar. Esperar, esperar. Donc Farah Gerari, La Mujer Desierta, un très très beau recueil en espagnol, autant que je puisse évidemment apprécier, mais bon voilà, c'est vraiment très 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 chouette.
Et tiens, puisque j'en suis à insister sur les signes, ben voilà la librairie où je l'ai acheté. Je le signale s'il y a des hispanistes, hispanophones, etc. parmi vous. C'était à la librairie, elle s'appelle comment? La Montonera. Et donc c'était peut-être même pas d'ailleurs, c'était peut-être pas à Saragosse, c'était peut-être en chemin, je sais plus. J'ai même un doute, vous voyez, donc je sais plus. Non mais si, ça devait être à Saragosse quand même. Voilà, très très beau recueil. Et c'est de 2023 en fait aussi. Et l'autre livre de Marisa Hurtado, je ne sais plus de quand il est. Il est peut-être. Lui, je l'avais acheté parce qu'il y avait quand même. Ouais, 2022, donc c'est récent aussi. Lui, je l'avais acheté parce qu'il y avait le français en face aussi, ça aide. Et puis, je termine par une revue, Papier peint, mauvais drap, c'est une revue, c'est le numéro 1 de cette revue. Je ne sais plus si c'est de cette année ou de l'année dernière. Hein. Numéro 1, un lieu en Belgique. Donc, le titre de la revue, c'est Papier peint, mauvais drap. Je crois qu'on le voit assez nettement ici. Un lieu en Belgique, c'est le thème du numéro. Et en fait, Papier peint, mauvais drap, c'est une revue très particulière. C'est pour ça que je garde le bandeau, parce qu'il permet de rassembler les deux parties, les deux fascicules du numéro. Donc, revue, paraît 2 fois par an, thème, un lieu en Belgique. Et donc, vous avez cette partie-là qui est la partie texte, et dans laquelle vous allez avoir des articles, des articles un peu de sociaux ou d'analyse littéraire, et puis des proses poétiques, des poèmes. Il y a du William Cliff, par exemple, pour ceux qui connaissent. Il y a un très beau texte de Stéphane Cunescu, ensuite, il y a des textes bilingues néerlandais ou flamand, je ne sais plus, français, mais je ne parle ni le néerlandais ni le flamand. J'ai déjà parlé italien et espagnol, je vais arrêter de me ridiculiser, parce que là, pour le coup, le néerlandais, ça serait n'importe quoi. Et puis, il y a des poèmes théoriquement traduits du néerlandais par Frank Venaille, des poèmes de Monique van Meijeren. Mais je crois qu'en fait, Monique van Meijeren, c'est une invention de Frank Venaille. Donc, il prétend qu'il traduit, je crois, du néerlandais des poèmes qui sont en fait de lui. Donc là, ça occupe quand même 10 pages, je crois. Ensuite, un texte de Yves Dimano. Voilà. Donc, c'est une revue assez hétéroclite. Et donc, ça, c'est la partie texte. Et puis, il y a une partie image. Donc, il y a ce cahier qui est composé de photos, d'images, qui se relient, voilà, ça fait 16 pages, je crois, qui sont, 20 pages, pardon, qui sont plus ou moins reliés aux différents textes du cahier. Donc voilà, donc c'est, je vous montre ça. Voilà. Donc c'est un objet vraiment très très étrange. Hein, je ne sais même plus comment j'ai eu connaissance de ça. Je me demande si c'est pas l'éditeur ou rédacteur en chef qui m'a contacté via Facebook ou via YouTube après avoir vu mes vidéos, je ne sais plus bien. En tout cas, j'étais très très content d'avoir découvert ça, c'est vraiment très... Voilà. Et donc on a quand même les références des auteurs, mais peut-être que c'est là-dedans. Voilà, crédit photographique, on les avait, il faut s'y retrouver, il faut vraiment manipuler dans tous les sens. Et il y a un texte annoncé de Savitskaya, et j'avoue que je ne me souviens plus. Cette revue a été tirée à 400 exemplaires, numérotée de 21 à 400. Le numéro 1 à 20 comporte un dessin original de Marie Koutaïser. Et moi j'ai l'exemplaire numéro 293. Voilà, donc ça c'est vraiment des revues de poésie. Je lis assez peu de revues, c'est pas bien. Et voilà, que je regarde... oui, en fait le texte de Savitskaya, c'est parce qu'il est au tout début, donc il m'avait échappé. Voilà, Papier peint, mauvais drap. Je vais le remettre peut-être comme il est censé être, c'est-à-dire avec le cahier image devant et les crédits photographiques du cahier texte derrière. C'est peut-être comme ça. Allez, on va essayer de pas faire de bêtises, parce que alors, je suis toujours très très doué manuellement. C'est là qu'on va voir que mon espagnol et mon italien sont infects, mais que mes compétences manuelles, c'est encore pire. Si, ça y est, j'y suis arrivé du premier coup. Papier peint, mauvais drap, numéro 1. Voilà, ben c'était un numéro spécial poésie, encore un peu long, trop long. Mais voilà, n'oubliez pas, enfin, c'est au début que j'aurais dû le rappeler, mais vous le savez, il y a le chapitrage, donc vous pouvez regarder ça par fragments. À bientôt.